T'es prête? J'ai froid, là. Ben, c'est sûr, il fait froid. Oh, genre, je m'envelopperais dans une couverte chauffante à journée longue. Je sais, en tout cas, je me sens comme Nosferatu. Mes mains sont toutes pointues et longues. Ouais, chacun de tes doigts est une petite saucisse au congélateur. C'est très dérangeant. C'est full le fun. Mais, ouais, moi, honnêtement, je suis un peu déçu, la gang, que vous soyez pas en train de faire une grève générale illimitée que j'aurais absolument appuyé cette semaine en ne faisant pas d'épisode. Je trouve que c'est dur travailler en novembre. Moi, personnellement, je me sens comme un arbre. Je sais pas si t'as remarqué, ces temps-ci, les arbres... C'est dur de pas rire. Comme tu me regardes dans les yeux puis tu me dis que tu te sens comme un arbre. Moi, j'adore travailler puis genre, je suis full contente qu'on soit en novembre. Comme... Oui, mais je veux dire, moi, je suis un arbre, OK? Regarde les arbres en ce moment. Là. Est-ce que qu'est-ce qu'ils font, les arbres? Ils font-tu des feuilles? Ils font-tu des fruits? On va-tu crier après les arbres? Faites des fruits! Non! Ils sont genre en mode, yo, c'est novembre. Ils ont plus de cheveux, ils ont rien, là. Ils sont genre à zéro. Ils boivent plus, ils font fuck all. Moi, je suis un arbre. C'est juste, Phil chiale constamment contre la température, à part juillet-août. Fait que, tu sais, c'est comme l'eau rapportée le reste de l'année. Là... Non, moi, je chiale juste, je chiale seulement de novembre à mai. C'est pas compliqué. Police. Hey, c'est ma faute à moi si votre hiver, ça dure non-stop. Je comprends pas, le monde. Ils appellent ça notre hiver. Tu sais, c'est tellement drôle. Phil n'est pas né à Palerme. C'est juste, tes cellules pensent qu'il faudrait qu'il soit là, mais genre, si vous voulez comprendre pourquoi je déteste les fascistes, là, moi, j'habite pas à Palerme à cause de Mussolini. Mes grands-parents sont partis de Sicile à cause des fascistes. Ouais. Et je leur en voudrais pour toujours. Tu serais mort, là. Sais-tu combien il fait à Palerme aujourd'hui? Je vais te dire combien il fait à Palerme Il aujourd'hui. sort son sel. 19 degrés. Ben oui, big fucking deal. Ah, c'est un petit peu nuageux. C'est l'hiver. Ouh là là. Moi, C'est j'ai qui grandi... les niaiseux qui sont arrivés ici en bateau puis qui ont fait excellent endroit pour s'installer? OK, je comprends que, genre, biologiquement, t'as de la souffrance, mais écoute-moi. Moi, je suis née au lac Beauport, OK? À même endroit que ton ami Guillaume Wagner. D'ailleurs, on est allés, je pense, à la même école secondaire, primaire. Quand j'attendais l'autobus scolaire, à 7 ans, j'avais des engelures dans les yeux. Genre, j'arrivais à l'école, puis mes bas restaient collés après mes suites. Tu sais, comme, je sais pas comment t'expliquer comment j'ai eu froid. Fait que pour moi, l'hiver à Montréal, c'est juste genre laid. Mais Philippe, il pourrait dormir comme 20 heures sur 24 l'hiver. Ça me fait capoter. Moi, je suis comme, haha. Les 4 heures que je me lève, c'est genre pour aller pisser. Puis... Mais non, pour écrire ce merveilleux texte que tu vas Ah me ouais. mettre. Non, mais si on pouvait prendre congé tout l'hiver, comme on devrait, là, by the way, si on pouvait, genre, tu sais, Ouais. si en novembre, on se disait tout bye en rentrant nos dernières tomates là, du marché. Bye! Puis, hey, j'ai hâte au printemps, j'ai hâte de te revoir, Jean-Guy! Puis ça, je serais délicieux. Je veux pas me tuer. Je veux juste arrêter de faire comme si c'était pas vrai cette affaire-là. Ralentir. Puis qu'il faut continuer comme si on n'était pas des êtres biologiques. Fait que ça, c'était le segment de Phil de cette semaine. Non, mais comment ça va, Phil, à part ça? Mettons on Ça arrête va. de parler de la température. Ça va, je suis fatigué. Je suis juste fatigué. C'est tout. Mais sinon, je suis super de bonne humeur. Toi? Moi, ça va. Radio-Can, ça va pas, par exemple. Oh! Ouais, mais- Suite, on part. Non, Suite. mais c'est toi qui commence cette semaine, mais je veux juste dire, moi, je m'en vais sur un terrain... Public. Oui, un terrain public qui pourrait être vendu. Peut-être qu'on va vendre Radio-Can à Luc Poirier. Ouais, On puis il sait va pas. peut-être faire 350 millions en leur vendant au PCC. De toute façon, il parle souvent de lui comme d'un génie, donc... Oui. Et nous, on parle beaucoup trop de Luc Poirier. Il faut se trouver d'autres riches, parce qu'il y en a plein d'autres à bâcher. Là. Galen Weston, c'est un Chris, là. Ouais, aussi. ça, c'est vrai. Bref. It's really, high potential. Phil, de quoi tu nous parles? Qu'est-ce qui t'a marqué, là, toi, cette semaine? Cette semaine, pendant les 4 heures où j'ai été éveillé, il y a une affaire qui est juste venue me titiller. J'ai vu une publicité du gouvernement du Québec. Je sais pas si vous l'avez vu, je demandais à Julien de la mettre. C'est une pub télé, radio, web? Télé web, partout. Elle est sur YouTube, entre autres. Le poids des préjugés. Oui. Et c'est une campagne donc du gouvernement pour lutter contre les préjugés. Cette initiative contribue à répondre à l'un des buts inscrits dans la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, on a fait une loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, puis une des premières choses qu'on fait, c'est une campagne de publicité pour parler du poids des préjugés. Et le concept de la pub, c'est très bon, là, comme toutes les pubs. Moi, j'entends beaucoup, vous avez qu'à se trouver un emploi. Aucune volonté, Aucune peu de compétence. Ils veulent pas travailler. Ils ont fait une veste
pour représenter le poids des préjugés, une veste de plus de 18 kilos sur laquelle des sacs remplis de sable sont accrochés. Et là, dans la pub, on voit des gens mettre la veste sur lesquelles il est écrit comme « Ils sont paresseux et c'est de leur faute ». Et là, les gens font « C'est vrai que c'est oppressant d'avoir 18 kilos avec une veste ». Je me sens un peu comme oppressée. Ça donne le goût de s'effondrer à terre. Mais je trouvais que c'était un autre super bon exemple de comment, encore une fois, on change zéro les conditions matérielles. Tu sais, on lutte pas contre la pauvreté là, en faisant ça. On fait juste dire, là, il y a du monde pauvre, arrêtez de les faire chier. Non, arrêtez de rire d'eux, les faire chier. Ça, c'est eux qui le font, le gouvernement. Oui, mais c'est arrêter de rire d'eux ou d'avoir des préjugés. Mais tu sais, de la même façon, les gens sont pas capables de se trouver de logement. On fait une campagne pour dire, ayez de la compassion pour les gens qui n'ont pas de logement ou payent 8 000 par mois pour un 3,5. Mais ça change rien. Ça change rien. Je comprends. Puis j'étais là, j'écoutais ça, puis je me disais, waouh, merci, ça nous aide beaucoup. Je suis vraiment content que vous ayez, genre, au marché Atwater, mettre une veste de 18 kilos sur du monde qui achète des cerises de terre à 30$ la livre. Wow. Puis qui sont comme, hey, c'est vrai, c'est lourd. OK. Écoute, je suis allée sur le site de québec.ca pour voir un peu plus la sémantique de cette campagne. Et il y a une citation de Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Tu sais, genre, elle, wow, là, Hey, ça fait la beaucoup charge de choses. mentale. Chantal. J'espère que ses enfants sont fins. Puis, Prends un break. T'as trouvé ça dur, novembre, là. puis je veux juste dire, ministre responsable de la solidarité sociale, c'est ministre responsable du bien-être social, en fait. C'est juste que c'est le nom du bien. Les préjugés ne tombent pas d'eux-mêmes. Là, je prends sa voix comme je me l'imagine. Il faut les dénoncer, les confronter, les déconstruire ensemble. Malgré nos actions pour lutter contre la pauvreté, ces jugements continuent de bloquer les parcours. Là, il y a déjà 2 mensonges. Il n'y a aucune action concrète en ce moment pour lutter contre la pauvreté au Québec. Hey, on pourrait donner une couple d'exemples. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, pour lutter contre la pauvreté concrètement? Si on était le Payer les gouvernement... loyers des gens qui ne sont pas capables de les payer directement au lieu de les mettre dans des ressources. Payer l'endroit où ils sont en ce moment pour ne pas les déplacer et changer leur milieu de vie. Mettre un cap sur les loyers, empêcher les augmentations, monter le salaire minimum. Arrêter de suçoter le bout de la graine des grossistes alimentaires. Oui. Et leur dire, c'est assez, vous faites le génocide des pauvres avec vos prix. La deuxième partie de sa quote, c'est « Chaque préjugé éliminé est un pas vers plus de solidarité, d'empathie et d'humanité. Les combattre, c'est aussi changer notre regard sur ceux qui les subissent. » Excusez-moi. Vous êtes en train de me dire que, dans le fond, ils nous disent que c'est à nous de changer notre regard sur ceux qui les subissent, mais ils ne s'adressent pas aux pauvres. Ils s'adressent aux riches qui rient des pauvres. C'est tellement hypocrite. Ou aux pauvres qui rient des autres pauvres. Oui, parce que c'est souvent le cas, mais... Ouais. Puis là, ils sortent des faits saillants. Tu sais, c'est ça, là, les communiqués de presse du gouvernement. Plus d'un Québécois sur 2 admet avoir déjà eu des préjugés envers les gens en situation de pauvreté. Hey, je dirais même, plus d'un Québécois sur 2 est en train de crever au bout de son sang. De pauvreté, Madame Rouleau. Puis ça, c'est les mêmes gens qui trouvent que faut couper dans le bien-être social. C'est les mêmes gens qui veulent plus que les nouveaux arrivants aient du bien-être social à moins de se trouver un travail dans les 3,5 jours suivant leur arrivée d'un pays, genre, dirigé par Pinochet. Comme... Tu peux continuer ton segment. En tout cas, si jamais vous pouvez passer voir la veste au 1494 rue Ontario-Est à Montréal, elle est exposée du 24 octobre au 12 novembre. Oh non, c'est déjà terminé. Mais elle était exposée dans la vitrine d'un local commercial. Et voilà, faut aller voir la veste. On sait Fallait-tu pas payer? Je sais. Fallait-tu payer pour voir la veste? Je sais pas. Mais écoute, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été voir la veste puis ça a tout changé pour eux. J'espère. C'est fantastique. Je sais pas combien ça a coûté tout ça, mais... Phil, toute cette campagne est du gaslighting. C'est fou parce qu'au début, on parlait du gaslighting juste dans les relations intimes. Mais le gaslighting, en fait, c'est toujours les puissants qui l'exercent envers les personnes qui le dominent, tu sais. Puis là, on a une campagne qui pourrait... Je suis sûre que cette campagne-là a coûté 700 000 $. Il aurait pu loger 70 000 personnes. Tu sais, comme tu comprends, je sais que mes chiffres sont pas précis, mais on met de l'argent pour véhiculer cette propagande-là, alors... qu'on pourrait l'investir pour lutter justement contre la pauvreté. Comme directement en donnant de l'argent. Mais tout ça pour dire, en tout cas, moi, ça me donne plein d'idées de campagne, comme par exemple, on pourrait faire la couche des tas de marde, parce qu'on sait que les politiciens vivent beaucoup là, de harcèlement en ligne, tout ça, puis on pourrait peut-être passer voir la couche qui va être exposée dans l'entrée d'un pharmaprix sur la rue Hochelaga. Et donc, passer voir la couche et penser à ça. C'est tellement drôle parce qu'une campagne gouvernementale de sensibilisation sur les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, là, c'est comme ça que la campagne s'appelle, alors qu'on a un premier ministre qui n'a jamais
dans les 8 dernières années, adresser les féminicides, qui sont à haut pourcentage une conséquence de précarité financière chez les femmes. Parce qu'elles peuvent pas quitter des relations qui sont... Puis parce qu'il n'y a pas de ressources, puis parce que les logements sont pas disponibles, puis parce que, Fuck you! C'est tout. Je voulais juste dire ça. Fuck you. Fuck you, le gouvernement. Ouais. Fait que c'est tout ce que tu avais à dire là-dessus. Non, je retourne me coucher, là. C'est tout ce que j'avais à donner cette semaine. Il a quitté la pièce et j'anime seul. C'était mon cue. Toi, Marie, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Moi, je veux revenir sur le texte de Radio Cannes qui me laisse entendre que soudainement, la crise du logement, oui, Philippe, c'est résorbé. Quoi, c'est terminé? Ouais. Enfin? Ouais. Wow! Ben non. Absolument personne de sérieux, personne qui travaille sur le terrain n'a dit ça. Toute la littérature, tous les experts, tous les organismes qui s'arrachent les cheveux depuis 10 ans disent exactement le contraire. Le titre de l'article de Radio Cannes qui est sorti cette semaine, c'est « Des propriétaires peinent de plus en plus à trouver des locataires à Montréal ». Premier signe d'un potentiel renversement dans le marché, des propriétaires offrent des mois de loyer gratuits. Et là, dès qu'on voit la place qu'on donne aux propriétaires dans le texte, on comprend que ça part mal, parce que ça présente un marché qui va mieux, comme si tout allait se replacer tout seul, alors que la réalité, c'est qu'on s'enfonce de plus en plus à chaque mois. Regardons juste les chiffres. Ce ne sont pas les logements abordables qui sont vides. Ce sont les logements trop chers, sous 1 150 par mois, ce qui est déjà trop cher pour un 3,5, on s'entend, mais passons. Le taux d'inoccupation est sous la barre du 1 %. Au-dessus de 1 675, ça monte à plus de 5 % d'inoccupation. Puis même 1675, c'est même pas ces propriétaires-là desquels on parle dans l'article. C'est ceux qui ont des logements des 4,5 dans des nouvelles constructions à 2 800 $ et plus qui offrent un mois gratuit. Mais qui, in their right fucking mind, avec, mettons, un kid ou juste seul, peut se payer un logement à 3 000 $? Je veux dire, on est combien au Québec à faire moins de 35 000? 50 %? Si on pouvait faire comme avec, genre, ici tout.tv, mettons, puis prendre comme le premier mois gratuit, puis s'en aller, puis aller en chercher un autre, puis faire le tour des mois gratuits, ça serait super. Ça, c'est une hostie de bonne idée. As-tu envie de vivre une vie bohème avec moi et mon enfant et que la DPJ me l'enlève? Non, mais... J'y ai pensé à ça, en plus, c'est drôle. C'est comme une bonne joke. Non, mais c'est qu'ils font signent signer le des bail. bails, ils sont super. En plus, ils demandent des dépôts, là, ces gens-là. Mais les juste dire, là, peut-être j'ai pas rapport, mais tu sais, comme ces gens-là présentent ça comme on vous donne un mois gratuit, mais imagine, toi, tu leur donnes ça à tous les mois. Ouais. Cet argent-là. Parce qu'ils veulent... En fait, les gens, maintenant, ils ont des logements, mais ils veulent plus dépenser une crise de scène et ils veulent s'enrichir avec. Il y en a beaucoup qui se lancent en immobilier, justement, comme un investissement, mais pas un investissement à long terme, un investissement à court terme. Ils veulent le faire vite, leur cash. Tu veux que tes locataires payent non seulement ton hypothèque, mais aussi tes taxes et aussi possiblement tes rénaux, puis t'aimerais ça en plus qu'il te reste de l'argent de lousse à dépenser à chaque mois. Fait que ça veut dire que littéralement, tu ne fais rien, toi. À part avoir signé des papiers à la banque, il n'y a rien de ça qui t'appartient. C'est toutes les autres qui payent pour, puis tu veux de l'argent de poche en plus. C'est un peu ça le problème. Mais c'est indécent, puis c'est clair, là, les gens n'ont pas arrêté de se chercher un logement. Ils ont arrêté de pouvoir se payer ceux qu'on construit. Le titre de l'article, ça aurait dû être « On vit une crise d'abordabilité ». Puis là, le texte, en plus, il omet complètement la vie des personnes touchées par cette crise-là, les ménages qui sont évincés à chaque mois. Moi, j'en connais des gens qui sont pas capables de payer leur loyer en ce moment, puis qu'à chaque mois, ils retirent sur leur carte de crédit. Imagine. On va jusqu'à quoter Soraya Martinez-Ferrada, notre mairesse, qui dit « Ma fille n'a pas les moyens d'acheter ou de se payer un logement, donc elle est revenue vivre à la maison et elle a 25 ans. » Puis si ça arrive à la mairesse... Maybe... Peut-être c'est un grave problème. Ouais. Peut-être que la crise du logement n'est pas terminée, peut-être. Je sais pas, je pose la question. Je sais pas si elle a vu l'article, parce que cette semaine, elle était bien occupée à la CIJA. Elle était vraiment avec les lobbies israéliens, là. Fait que... Ah, ça, c'est important. Ouais, vraiment important. Oui. C'est une priorité pour les Montréalais, je pense. Ouais. On s'inquiète beaucoup, en fait, de ce qui se passe avec Israël. Ouais. Ça va-tu bien, eux autres? N'oublie pas de mentionner que t'es pas antisémite. Je suis pas antisémite. Non, même au contraire. Moi, je me dis, tu sais, c'est normal. Ils veulent savoir quand est-ce qu'arrivent les prochaines balles, les prochains obus. Tu sais, c'est important. Là. Ouais, on a une mairesse pro-génocide, guys. On va avoir un beau 4 ans. Denis Coderre aussi, qui est parti cette semaine en vacances à Tel Aviv. Denis Coderre, OK, là, on diverge complètement, mais il paraît que vous aimez ça nous entendre jasouiller comme si c'était pas scripté, là. Denis Coderre, perso, sur son Facebook, OK, quelqu'un m'a envoyé le screen capture, se vante d'aller à Israël et tag Sébastien Bovet de Radio-Canada dans son post, genre « Tu vas couvrir ça, mon Seb? » C'est tellement wrong, genre « Voyager à Israël en ce moment, c'est cancel. C'est la seule... T'es annulé, symboliquement. »
Ben, Wesh. tu sais, c'est quand même spécial d'aller visiter un État en plein génocide, puis de s'en vanter. Puis de... Ce qui est hot avec Denis, par exemple, c'est que je suis même pas en train de me demander s'il paye pour ça. Je pense qu'il fait juste ça de la bonté de son cœur. Je pense que oui. Je pense- Et là, pour pas perdre notre gang, là, je vais juste continuer mon topo, mais pendant ce temps-là, on voit des propriétaires offrir un mois gratuit pour ramener un 4,5 à 2387 $ par mois. Là, désolé, mais ça, c'est pas un signe que le marché tourne en faveur des locataires. Tu sais, une journaliste devrait être en mesure de voir ça, là. C'est un aveu et c'est la preuve que les logements ont prix mensuel excessif. Même quand t'enlèves un mois de loyer, les gens en veulent pas parce que c'est encore trop cher. C'est ça, une crise du logement. Le récit est vraiment dangereux en ce moment. On n'est plus juste dans une bataille d'opinion, là. On est dans une bataille pour contrôler la réalité elle-même, telle qu'elle est décrite dans les médias. Parce que les grands propriétaires, les groupes d'investisseurs et les prédateurs immobiliers essaient littéralement de redéfinir le discours public. Ils testent les lignes en ce moment, ils plantent des narratifs, puis on le voit très bien où ça s'en va. Des personnes du milieu m'ont confié que la Corpic travaille activement en ce moment à bâtir une espèce de campagne d'empathie inversée. Un récit où le propriétaire, surtout cette fabrication du petit propriétaire qui met de l'avant comme une mascotte, serait devenu un être vulnérable, presque martyrisé par les méchants locataires, l'économie et par la bureaucratie. La crise les frappe pas plus fort que les locataires qui se font évincer, je suis désolée. Plus fort que les familles qui sacrifient leur épicerie pour payer le loyer. Plus fort que les gens qui dorment dehors parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer. J'imagine que c'est inutile de vous rappeler les chiffres. Sous le règne mortifère de la CAQ, depuis 2018, l'itinérance visible a doublé au Québec. Sorry. Il est passé de 4 800 personnes à plus de 10 000 personnes. Puis ça, c'est l'itinérance qu'on voit et qu'on peut dénombrer au mois d'avril à chaque année. Hey, mais là, il va falloir faire une veste pour ça. Ah, c'est man, l'affaire de veste. Tu sais, je peux pas. I can't. Fait que là, je vais vous lire un bout du commentaire du RCLALQ parce que ça, c'est du monde qui sait exactement ce qui arrive sur le terrain. J'ai fait un post là-dessus cette semaine sur Instagram, puis ils ont écrit en dessous « Déjà que la Corpic et l'APQ ont toute l'écoute des ministres de l'Habitation qui se succèdent, leur laisser le champ libre pour s'attirer du capital de sympathie et faire miroiter un marché qui les désavantagerait à Radio-Canada, c'est non. Faut-il rappeler que les nouvelles constructions ne sont pas assujetties à aucun contrôle réel des loyers? Faut-il rappeler que le narratif du petit propriétaire ne colle plus du tout à la réalité? Parce que, écoutez bien ça, 0,6 % des proprios possèdent 30 % des logements à Montréal. C'est grave, là. C'est très, très dangereux pour une démocratie. Faut-il rappeler que la fameuse percolation, l'idée que les nouveaux condos finiraient par devenir abordables, a été démentie encore et encore par plusieurs experts? Et faut-il rappeler que les données sorties hier montrent une hausse de 9,7 % des loyers en un an, la plus élevée au pays? Ce qu'il faut de toute urgence, c'est pas un mois gratuit sur un 4,5 à 3 000 $. C'est un gel des loyers pour 2025-2026. On peut pas être plus clair que ça. La crise du logement, c'est pas un détail à glisser dans les 3 dernières lignes d'un reportage de notre diffuseur public. C'est le cœur du problème. C'est le cadre d'analyse. Cette crise-là détruit des vies, littéralement. Et le journalisme, surtout en pleine crise historique des inégalités, a une responsabilité envers nous. Clarifier et ne pas brouiller les lignes. Aider à comprendre ce qui se passe et pas servir de caisse de résonance aux plus puissants. Et dans ce cas-ci, ce sont les rapports de classe qui ont été complètement évacués du texte, comme si la crise n'était pas d'abord et avant tout une crise d'abordabilité. La journaliste qui a écrit ce texte-là a commis un geste grave et une faute grave. C'est tout. Sauf que dans les médias en ce moment, c'est plutôt quotidien. Fait Ouais, que je pense... qui était Tout le monde en parle là, la semaine passée? Bonjour. Ah, je sais pas. J'écoute pas ça, moi. Un bourgeois de droite? Ah, ben pour aller avec les bourgeois de gauche. Hein? Merci pour l'invitation. C'est l'heure du temps des monstres. Oh boy. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de Tout le monde en parle. Ah non. Ouais, je sais. Je sais pas si vous écoutez cette émission-là, mais que vous l'écoutiez ou non, vous en êtes au courant, un peu malgré vous, parce que tout le monde en parle. Et je sais pas si vous connaissez ou si vous vous rappelez du slogan de l'émission. Parlez-en bien, parlez-en mal, l'important, c'est que tout le monde en parle. Et je reste toujours surpris par l'honnêteté de cette description de la propagande bourgeoise du dimanche soir. Parce que l'important, je suis d'accord, c'est effectivement que tout le monde en parle, mais justement, de quoi on parle? Dimanche dernier, hein, parce que nos épisodes ont un petit décalage, on aurait apparemment assisté à un grand débat entre deux supposés opposants, la droite et la gauche.
Tout le monde était prêt, assis devant son écran, la gauche derrière ses bourgeois et la droite derrière le sien. Qui aura le dernier mot? Qui ressortira vainqueur? Qui aura raison? Sauf que la ligne imaginaire qu'on a tracée pour nous était fausse depuis le début. Sur le plateau, il n'y avait pas de gauche et pas de droite. Peu importe votre camp, personne ne vous représentait vraiment. La vraie ligne était dessinée par nos écrans, nous d'un côté et eux de l'autre. Vous dans la pénombre de votre salon et eux sous les projecteurs du studio. Et la vérité, c'est que nous avons perdu et ils ont gagné, encore une fois. Parce que malgré ce qu'on aime se faire croire, il n'y a pas eu de débat, seulement un grand spectacle. Je vais vous le répéter autant qu'il le faudra. Peu importe votre allégeance politique, vos représentants dans le spectacle vous détestent et n'ont aucun problème à vous voir mourir. Le choix qu'on vous offre, c'est de mourir en choisissant votre camp idéologique sur le sujet le plus ridiculement immatériel de l'heure. Allez, dites-nous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut respirer par le cul? Certains disent que oui. Ne pensez-vous pas que ça illustre bien la chute de l'Occident? Peu importe ce que vous en pensez, criez-le très fort. En mourant dans votre 3,5 infesté de champignons à 2600 $ par mois, le premier mois est gratuit, la crise du logement est terminée. Et pendant ce temps, les factures s'accumulent sur nos tables d'entrée. Et l'impuissance grandit et la colère monte. Mais il ne faudrait surtout pas qu'on associe les factures et la colère, ce serait bien inconvenant pour ceux qui nous envoient les factures. On préfère nous faire rager avec des histoires inventées de toutes pièces et des débats absurdes sur des sujets tellement pointus qu'on peut presque s'y crever les yeux. Pensez-vous que les enfants ont le droit d'être trans à la ronde? Allez, dépêchez-vous, oui ou non? Choisissez votre champion et n'oubliez pas d'être très en colère contre son adversaire. Quel imbécile de gauchiaste! Cet idiot de droitardé! Ça leur apprendra! Malheureusement pour vous, les champions n'en ont rien à faire de vous. Ça ne leur fait pas un pli dans quel camp vous choisissez d'être, car eux, ils sont tous dans le même, le camp des bourgeois. Et même si vous vous obstinez à porter chandail et casquette à leur effigie, vous ne serez jamais avec eux. Avec leur simagrée, ils n'ont qu'une seule idée en tête, vous diviser en deux, vous, les pauvres, sur n'importe quel sujet, sauf un, vos conditions matérielles. C'est quoi exactement vos conditions matérielles? Ce sont les moyens financiers et les biens dont vous disposez pour vivre. L'argent dans votre compte, votre logement, votre travail, vos meubles, tout ce qui est matériel. La bourgeoisie refuse obstinément de parler de conditions matérielles et pour cause, ça ne ferait pas un grand débat, car sur ce point, ils sont tous d'accord. Pensez-vous que Stéphane a de la misère à payer son épicerie? Peut-être pleurer éventuellement, mais... Croyez-vous que Guy est sur une liste d'attente pour des soins de santé? C'est-à-dire, je le sais pas. Pensez-vous que Jean-Sébastien peine à se trouver un logement? C'est triste, hein, comme époque. Croyez-vous que Mathieu n'aura jamais les moyens de prendre une retraite? Probablement pas. Et vous? Pensez-vous que René Lévesque était raciste? Le monde vous étouffe et vous n'avez aucune emprise. Vos loyers montent, l'épicerie monte, vos salaires restent les mêmes, les services disparaissent. Vos conditions matérielles se détériorent, mais l'important, c'est que personne n'en parle. Vous aimeriez un grand projet politique? Oui ou non? Malheureusement, la seule chose qu'on a à vous proposer, c'est une abstraction fiscale, un os verbeux dans lequel vous ne pourrez jamais mordre. Croyez-vous que le Québec devrait être un pays? Hey, on pourrait avoir notre propre monnaie, n'est-ce pas très excitant? Tanné de ne pas avoir d'argent canadien? Que diriez-vous de n'avoir aucun argent québécois? Avoir un pays, ça veut rien dire. La preuve, on a déjà un pays. Et ça ne change rien à nos conditions matérielles. La vraie question à se poser, c'est quel pays on veut avoir? Cette semaine, je suis allé relire le manifeste du FLQ. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial. Wow! Ça, c'est un projet social ancré dans les conditions matérielles. Vous trouvez ça trop woke? Bizarre. Pourtant, c'en était un porté par vos parents et vos grands-parents. Le projet de souveraineté des années 70 en était un de libération du grand capital qui était à ce moment-là représenté par les Anglais. Faut se l'avouer, on en a fait du chemin depuis ce temps-là.
Aujourd'hui, on a la chance de se faire fourrer par les nôtres. Plus besoin de regarder à Ottawa ou à Westmount pour trouver des patrons d'usines et des CEO de banques. Ils portent vos noms maintenant. Et le cheap labor canadien-français a été remplacé par le cheap labor de l'immigration économique. Mais ça, il ne faut pas parler de ça. C'est moins bon pour rallier les pauvres en colère. Voulez-vous que je vous le dise, moi, pourquoi ils veulent un pays? Parce qu'ils voient tout le pouvoir à Ottawa et bandent à l'idée de se l'approprier au Québec. Vous pensez qu'ils vont vous rendre plus riches, plus indépendants, plus souverains? Êtes-vous cave? Les bourgeois vous pisseraient pas dans la gueule si votre langue était en feu. Vous n'êtes pas les bienvenus dans leur club privé. Vous n'avez pas les bons souliers pour jouer au golf avec eux. Vous n'avez même pas les ongles assez propres pour tenir leur sac. C'est pas pour rien qu'on vous pousse dans l'identitaire. Si vous êtes chanceux, c'est tout ce que vous avez en commun avec eux, des noms de famille et une couleur de peau. C'est tout. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos frères, ce ne sont pas vos voisins, ce ne sont pas vos collègues et ce ne sont certainement pas vos camarades. Ce sont vos maîtres. C'est eux qui possèdent vos logements, vos usines et vos banques. C'est eux qui ramassent votre argent, se le partagent en bonus et vous tuent avec l'excédent. C'est eux qui contrôlent vos médias, votre divertissement et maintenant, ils contrôlent même ce qui anime votre colère. Vous n'avez rien à gagner en choisissant entre vos maîtres au provincial ou au fédéral. Vous n'avez rien à gagner en choisissant entre les bourgeois de gauche et les bourgeois de droite. Vous avez tout à perdre en jouant le jeu du débat farfelu entre ceux qui ne manquent de rien. Le monde va tabarnakement mal en ce moment pour les prolétaires. C'est nous, ça. On représente à peu près 80% de la population québécoise. Nos conditions matérielles, c'est ce qui nous rassemble au-delà des différences que les bourgeois essaient de nous enfoncer dans la gorge. Gays, musulmans, communistes, libertariens, souverainistes, véganes, fans de Marie-Louise Arsenault ou de Radio X, qu'est-ce que ça crisse dans le fond? Si t'as pas de cash, t'es avec nous, que tu le veuilles ou non. J'ai pas de temps à perdre à m'obstiner avec mes voisins. C'est pas eux qui contrôlent mes conditions matérielles. Je suis cheap avec ma colère. Je la réserve pour ceux qui appuient la botte sur mon cou. La seule bonne nouvelle dans tout ça est bien énoncée dans le manifeste du surréalisme. Tout est prêt. Les pires conditions matérielles sont excellentes. Est-ce que vous restez avec nous? Avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été complètement omis. À Tout le monde en parle avec Mathieu Bock-Côté, mais aussi quand on invite des conservateurs, à Tout peut arriver, quand c'est tout du monde riche ensemble. Tu sais, des fois sur le plateau, il y avait genre moi, la poète de Villeray, mais tu sais, la plupart du temps, c'est du monde super puissant qui ont des discussions identitaires ou des discussions qui n'incluent qu'eux et elles, en fait. Puis ils parlent jamais d'argent. Ou quand ils parlent d'argent, c'est genre, justement, Marie-Louise qui demande à Guy Jodoin. C'est ça qui vous a rendu riche, c'est les quiz. Attendez, riche, je veux dire... Millionnaire. Oui, mais attendez, millionnaire, ça veut plus dire ce que ça veut dire. C'est vrai. Juste avant de recevoir Claire Ross de Pivot, qui est comme une personne hyper intéressante qui aurait beaucoup à dire, puis de la couper fucking short pour dire « Ouais, on n'a plus le temps. » On pourrait parler avec vous des heures, Claire Ross. Hey, bon 4e anniversaire. Merci c'est cette beaucoup. semaine que ça se passe. Bravo. Fait que c'est comme... Les vraies discussions sont que les conditions économiques se détériorent. Les compagnies payent de moins en moins d'impôts. Tu sais, l'année prochaine, ça va baisser à 23 là, c'est 26 %. C'est grave. C'est grave de recevoir Mathieu Bock-Côté puis pas rire de lui aussi. Mais en fait, c'est que tout ça, on s'en fout. On s'en fout qu'ils le reçoivent, on s'en fout qu'ils le reçoivent pas. Je veux dire, je l'aime pas Mathieu Bock-Côté, mais je l'aime pas Guillaume Lepage. C'est pas nous, ça. Puis je veux dire, je comprends comment on se fait des fois suctionner dans cette affaire-là. Puis c'est pas la première fois que j'en parle, puis je suis sûr que c'est pas la dernière, parce que j'ai vraiment l'impression que ça, faut le marteler jusqu'à temps que ça rentre. Comme pour le rendre réel, il faut le répéter, comme la pub. Ouais, comme un peu, comme... Puis, mais je veux dire, c'est important, je pense, de considérer ça, que dans ces grands débats-là, on n'a pas à prendre position. Parce que là, j'ai vu tout le monde, la droite est super contente que votre intellectuel a planté Jean-Sébastien Girard. Comme, c'est ça sa grande victoire. Je veux c'est dire, que deux personnes pas très intelligentes avec des biais bourgeois se parlent entre elles? Non, ben, puis je veux dire, qu'est-ce que Jean-Sébastien Girard a à faire dans un débat d'intellectuels? Mais il n'y avait pas d'intellectuel sur ce plateau-là. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que tout ça est comme une grande construction, mais on s'en fout, on peut trouver ça ridicule, on peut trouver ça super, mais autant je vois les gens des deux côtés défendre leur champion ou dire non, mais c'est parce qu'il ment, puis lui il fait ci, puis il fait ça. Ouais, mais au final, tout ça, on s'en crisse. Mathieu Bock-Côté, il est pas de votre bord. Même ceux qui disent « Wow, notre champion a gagné », puis Stéphane Rousseau, il s'en calisse de nous autres. Je veux dire, voyez bien, ces gens-là, eux autres, ils n'en ont pas de misère dans la vie. Ils n'ont aucune idée des conditions matérielles de la majorité de la population. Puis nous, c'est ça qu'on a besoin de commencer à faire bouger pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va gagner dans des débats abstraits
Surtout quand on se fait amener justement dans des débats de même. Tu sais, pour moi, ça revient, c'est la même affaire que la veste. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des vestes avec des sacs de sable dessus. Qu'est-ce que ça crée, ça? Qu'est-ce que ça change sur la réalité de la pauvreté? Rien. Là, on est là, puis on agit, on dirait, sur les mots. Puis on met nos émotions là-dedans. Ouais. Sans même y participer, c'est un problème. J'ai arrêté d'écouter Tout le monde en parle parce qu'il y a une sous-représentation des femmes à Tout le monde en parle. Puis on reçoit souvent des femmes lorsqu'elles sont soit des bourgeoises écrivaines, des vedettes, des actrices, des comédiennes. Puis quand on reçoit quelqu'un comme Annie Archambault, c'est one time. On n'est pas intéressé à l'avoir plus souvent pour nous parler de ces rapports inégalitaires, justement. Fait que les gens sont comme utilisés puis recrachés après. Les femmes, surtout. Puis je trouve que dans ce moment-là, où il y avait Mathieu Bock-Côté, moi, ce que je voyais, c'était, oui, un équilibre économique entre les gens sur le plateau, mais il y avait aussi Soraya Martinez, qui est la nouvelle mairesse, qui était là juste avant, puis elle est partie après son passage. Fait que ça a resté, pour moi, une gang d'hommes blancs qui essayent un peu de s'ostiner entre eux, mais ils ont tous les mêmes intérêts économiques. Donc, ça fait des discussions qui mènent nulle part. Mais c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. Ouais. En fait, c'est un peu ça, on dirait, le grand tabou des médias. Personne ne veut parler de ça parce qu'ils savent tous très bien que peu importe leur orientation politique, au final, ils font tous partie de la même classe. Puis ils ne sont pas intéressés à laisser aller leurs privilèges. La télévision n'est pas l'espace des gens avec des traumas qui peuvent intellectualiser des situations. Mais ce sont des espaces tristesse. fondamentalement bourgeois et hiérarchiques qu'on ne pourra jamais réformer. Oui, puis même, tu sais, on s'est fait inviter dans les médias, puis on a dit non. Si on m'invitait à Tout le monde en parle, je dirais non. Parce que je trouve que vous parler à vous, c'est plus important que de leur parler à eux. Parce que ça, comment on appelle ça? Ça fait ricochet, en fait. Ils ne sont pas intéressés par les struggles de société. Genre. Non, en fait, il faut se parler entre nous. Aussi, c'est ça l'affaire. Il faut décrocher de ce spectacle-là. Ce spectacle-là ne changera jamais rien au réel. J'ai pas envie d'être à cette table-là. Jamais. Cette table-là n'est pas pour moi et ne m'intéresse pas. Puis, tu sais, c'est correct de l'écouter dans le sens, il Oui. n'y a rien de mal. On peut regarder. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de commencer à contrôler nos émotions par rapport à ça. Parce que si on pense que la lutte est là, on se vide d'une charge émotive qui est réelle dans rien. Et ensuite, il nous en reste plus. On a l'impression qu'on a fait notre combat de la semaine. Moi, je regardais tout le monde sur les réseaux sociaux cette semaine et tout le monde avait l'impression d'avoir porté un combat. Puis pourtant, Chris, on était tous assis chez nous puis on faisait rien puis ces gens-là ne nous représentent pas. Fait qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je trouve que c'est ça aussi le simulacre un peu. Là, nos luttes sont comme abstraites dans les paroles des autres, dans des espèces de faux débats installés dans des trucs bourgeois. Il faut vraiment se sortir de ça. Fait que si vous voulez l'écouter, parfait, mais faites-en une mission d'essayer de rester assis là et de ne vivre aucune émotion ou que l'émotion qui vous emplit, au moins, est comme vous comprenez que ce que vous regardez avec vos yeux, c'est d'autres gens qui vous méprisent en train de se chicaner. J'entends ce que tu dis. Je pense que les gens ont peur que ces gens-là qu'on écoute et qu'on nous impose, ces gens-là qui sont fragilisants pour la démocratie, se retrouvent au pouvoir. Puis c'est pour ça que les gens les regardent. Je watch Mathieu Bock-Côté, je watch Étienne-Alexandre Beauregard, je talonne la mairesse parce que je trouve que c'est important de garder un œil sur ces gens-là. Mais il faut effectivement pas avoir peur de leur discours, mais il aurait fallu quelqu'un sur place pour y faire face, par exemple. Personne n'a fait face à Mathieu Bock-Côté ce soir-là. Mais même ça, je suis pas sûr que ça change quelque chose. Je veux dire, qu'est-ce que ça change? Tu sais, ça reste du grand... Je veux dire, plus on leur donne de l'attention, puis même si quelqu'un avait été là, je dis pas que c'est négatif. Non, mais moi, j'en parle avec la mission du diffuseur public. C'est là. À TVA, qu'il aille à TVA autant qu'il veut, là, j'ai pas de grandes attentes. Le diffuseur public est en dérive en ce moment, et ceci ne fait que confirmer cette dérive. Je pense que ça fait longtemps qu'on l'a perdu, en fait, le diffuseur public. Puis encore une fois, s'il y a des gens qui veulent concrètement essayer d'aller améliorer ça, faites-le. Personne ne va vous empêcher. Moi, je pense que c'est une lutte perdue, puis je pense que c'est de l'énergie mise à la mauvaise place. Nous, il faut qu'on se parle entre nous, puis qu'on trouve des façons de changer nos conditions matérielles. C'est ça la réponse. Puis eux, ils vont se retrouver à débattre devant personne pendant qu'on fait ça. Puis c'est ça l'idée. Il y a beaucoup de leur pouvoir qu'on leur donne aussi, en mettant des yeux sur eux, en leur donnant de l'importance. Ils ont de l'importance, par exemple. Ils prennent de la place, puis ils peuvent changer des lois, ces gens-là. Mathieu Bock-Côté, s'il rentre au Parlement, Maxime Bernier, s'il rentre au Parlement, c'est un désastre. Faut aussi... Tu sais, je t'entends, Phil, là, mais il faut aussi les écouter puis s'assurer de bien comprendre leur discours, parce que quand ils vont être au top, si on veut les dismantle, il faut être consciente de ce qu'ils représentent, mettons. Je suis allée lire la plateforme du Parti populaire du Canada tantôt. C'est terrifiant. Il y a un titre que c'est « Déporter les immigrants » sur une plateforme d'un parti, là. Fait que je pense qu'il faut quand même, sans leur donner de notre socio-affectif, ça, je suis full d'accord,
il faut les watcher. Faut les watcher. Le problème, c'est que quand on commence à choisir entre eux puis ceux qu'on considère moins pires qu'eux, là, ça devient ça notre lutte. Parce que regarde, ce qu'on a en ce moment, est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est bon? Non. Non, c'est pas bon puis ça fonctionne pas pour nous. Puis tout ce qu'on fait, c'est d'essayer comme de freiner la chute, on dirait, puis d'empêcher le pire à chaque fois. Moi, j'essaie d'empêcher le pire. Puis on est dans cette logique-là continuellement depuis 50 ans. Ça ne marche pas. Je crois, sincèrement, que si on porte une voix de gauche, on a aussi la responsabilité de freiner pendant qu'on avance. Freiner le pire pour les personnes trans, les personnes migrantes, les pauvres, justement. Je pense qu'il faut regarder ces gens-là parler, les méchants au pouvoir, puis s'assurer qu'on connaît leur stratégie. Je pense que ça fait partie des luttes. Je pense que tout ça peut Il y courir. a certainement une partie des luttes qui peut être ça. S'en désintéresser, ça rend du monde dans des situations encore plus précaires. Ben, c'est pas nécessairement s'en désintéresser, mais c'est-à-dire, la gauche peut pas juste prévenir le pire. Ça devient aussi un combat perdant, tu sais. Il faut proposer quelque chose, il faut aller vers l'avant, il faut On peut amener faire ça en gardant un œil sur le discours. On peut certainement. Radio-Canada est à surveiller. Radio-Canada, c'est embourgeoisé, mais se droitise en ce moment. Je trouve ça vraiment grave. Puis je pense pas que c'est quelque chose duquel on devrait pas se soucier puis juste se parler entre nous. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser, dénoncer. Moi, en fait, ce que je dis plus, c'est que la seule chose dont on se soucie, c'est ça. C'est que là, on vit notre vie politique comme ça. Assis à la maison, sur Internet, à la télé, en regardant des gens parler pour nous, puis il y a personne là-dedans qui parle vraiment de nous ou pour nous. Fait qu'au final, je pense qu'il faut le faire moins. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire du tout ou que, encore une fois, si des gens qui veulent faire ça ou qui veulent... C'est correct aussi. Je veux dire, j'ai vu cette semaine des publications super intéressantes pour démonter son discours. Peut-être que ça fonctionne à un certain point, mais si on passe toute notre énergie à démonter des discours puis pas en monter, nous, des discours, pas amener autre chose, pas intéresser les gens d'autre chose, oui, c'est difficile, je crois, d'avoir... de ressentir de l'unité avec des gens qui semblent penser le contraire de nous. Mais je pense que tout ça aussi est un peu créé justement par ces espèces de faux débats-là à travers nos champions dans les médias, des gens bourgeois qui se crissent de nous. C'est un peu ça l'idée du texte. Puis je sais pas moi non plus par où passer exactement puis comment faire, mais je pense qu'il y a quelque chose de super important là-dedans. Puis c'est pas de justement pas combattre ces gens-là, c'est juste que moi je veux pas particulièrement combattre Mathieu Bock-Côté. Je veux combattre Mathieu Bock-Côté et Guillaume Lepage et tout le monde. Je veux qu'on se mette ensemble pour faire ça. Mais comment on parle aux gens qui aiment Mathieu Bock-Côté, mais qui sont dans les mêmes conditions matérielles que nous? Ben, je pense qu'on se ressemble justement sur d'autres sujets. C'est-à-dire que là, si on continue sur des crises de niaiseries comme est-ce que René Lévesque était raciste, puis c'est ça qui nous aide pas, c'est que, je veux dire, ça n'a pas rapport, ça. C'est immatériel complètement, puis c'est des faux débats. Tu sais, c'est comme à chaque fois qu'ils nous ramènent aussi les mêmes affaires de est-ce qu'un homme peut accoucher. Chris, allez checker en ligne, il n'y a même pas stats là-dessus. Encore une fois, on parle d'un cas, s'il y en a un, unique, super spécifique. Puis là, il faut qu'on se positionne là-dessus, mais ça n'a aucune emprise sur notre réalité. Puis je pense que si on sort les gens de ces espèces de détours de labyrinthe mental-là, la plupart des gens qu'on rencontre dans la rue ne sont pas des sauvages qui veulent tuer les autres, c'est juste qu'ils sont remplis de colère, d'impuissance, puis on les amène sur ces territoires-là. Ouais, je suis d'accord. Si on les sort de là, puis qu'on les recentre sur nos conditions matérielles, puis sur ce qu'on a en commun, je pense que soudainement, Jeff Fillion a moins d'emprise sur nous, mais aussi Marie-Louise Arsenault. Puis je pense que tous ces gens-là ne devraient pas avoir d'emprise sur nous, peu importe leur supposée allégeance politique. C'est tout. Moi, je rêve d'un monde où le dimanche soir, il n'y a absolument personne qui écoute, tout le monde en parle, parce qu'on est intéressé par autre chose. Ils vont avoir l'air ridicules dans leur studio à se parler entre eux autres avec personne qui écoute. C'est ça le grand rêve. Il faut que ces gens-là arrêtent d'avoir le monopole du discours, puis y répondre malheureusement, c'est leur accorder ça aussi. T'as-tu froid? Non, j'ai plus froid, là. Moi, j'ai chaud, le calorifère, il pompe, là. Je vais tourner vers la gauche. Ouais, tourne vers la gauche. Tu m'as dit par là, c'est ça? Il est fermé. Ouais. On tourne tout vers la gauche ici. Ces discussions-là sont importantes parce que, vu qu'on est en train de bâtir de quoi avec notre prise de parole, puis qu'on est quand même pas mal dans les faits, puis qu'on parle de conditions matérielles, je trouve ça important qu'on sache qu'est-ce qui se passe ailleurs sans y consacrer tout notre temps. Puis il faut aussi le dénoncer, ça. Ça fait partie de la diversité des tactiques. Certainement. Mais je pense pas que les gens vont arrêter d'écouter Tout le monde en parle. C'est pour ça que je vais même pas là, dans ma tête. Moi, je suis un comme... grand rêveur, hein. Tu le sais. Oui, parce je suis que un optimiste. tu dors. Vu que tu dors, tu rêves. Oui, exact. De quoi tu nous parles, toi, cette semaine, Marie? Moi, j'ai publié un texte dans le Rover cette semaine où je parle du rapport du Bureau de l'enquêteur correctionnel, le BEC, un genre d'ombudsman des détenus. Je voulais vous en parler dans le temps des monstres aussi parce que c'est un sujet duquel on entend très peu parler, ni à droite ni à gauche d'ailleurs. C'est transpartisanement décalçant de voir que tout le monde s'en fout.
Comme s'il y avait consensus que ces gens-là, les détenus, ben c'est pas notre problème. Mais vu que j'ai fait du centre jeunesse, et toi aussi, ben notre rapport aux personnes incarcérées est plus intime. Même si j'ai jamais commis un crime grave, et toi non plus, comme soit dit en passant la plupart des gens qui se retrouvent en prison, je sais ce que c'est le bruit de la porte épaisse de 5 pouces qui se verrouille le soir. Je crois que les personnes incarcérées méritent d'avoir des soins, de ressentir de la sécurité, de manger convenablement et de passer du temps dehors. Et surtout, je crois que c'est la base de leur offrir des soins psychiatriques comme on le ferait avec n'importe quelle personne qui souffre de troubles de santé mentale ou de troubles alimentaires ou de troubles socio-affectifs. Je pense pas qu'on doit purger une double peine émotive et recréer du trauma à l'endroit où se trouve la plus grande punition possible. Et je crois que la lutte féministe peut pas et ne doit pas exclure les femmes incarcérées, ni les femmes qui accompagnent les personnes incarcérées. Aurélie Langto en parle dans son essai « Personne ne s'excusera », qui est paru en 2024 chez Atelier 10. Avant même de considérer les alliances entre le mouvement féministe et les politiques carcérales, il suffit de relever l'absence de solidarité avec les femmes incarcérées et les femmes accompagnant les personnes incarcérées ou portant sur leurs épaules le poids des communautés décimées par la criminalisation excessive pour conclure qu'historiquement, la question carcérale est demeurée dans l'angle mort de mouvements féministes. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard si c'est avant tout dans les communautés autochtones, racisées ou queer que la plupart des alternatives à la justice pénale ont été imaginées et mises en œuvre. Certaines femmes sont touchées plus que d'autres par la violence étatique, qu'il s'agisse du système pénal, carcéral ou des institutions policières. Or, le peu de considération accordée à ces enjeux en dit long sur la prise en compte réelle de l'intersectionnalité au sein des luttes. Puis, c'est vrai que tu sais, dans le girl boss feminism, on parle jamais des femmes pauvres, on parle jamais des femmes incarcérées et on parle très peu des femmes en institut psychiatrique. Puis c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que pour moi, être une alliée féministe, c'est me soucier du soin des femmes aussi. Pour moi, être détenue dans une prison en tant que femme, c'est déjà, il y a des soins auxquels on va pas répondre. Puis il faudrait se préoccuper de ça en tant que féministe. C'est dans les catégories de gens les plus marginalisés, en fait. Ouais. Femmes en prison, ben c'est la rencontre de quelque chose qu'on voudrait jamais voir. Ouais. Un peu comme enfants et DPJ aussi. Ouais, c'est possible. Fait que je vous parle un peu de mes recherches, de ce que j'ai pu apprendre dans le rapport de l'enquêteur correctionnel, le Dr. Zinger, qui est une sorte de radiographie institutionnelle qui montre un système répétant, sans autocritique, une logique où l'ordre et la sécurité supplantent systématiquement le soin des personnes détenues. D'ailleurs, le Dr. Zinger était enquêteur correctionnel depuis 8 ans, je crois, et il restait 4 ans à son contrat. Et comme je vous disais dans le dernier épisode, il a remis son rapport et il a dit « Je ne peux plus exercer mon métier parce que personne n'écoute mes recommandations. » Tout le monde s'en calisse. Fait qu'il l'a pas dit comme ça, mais... Le Dr. Zinger estime que depuis sa nomination comme enquêteur correctionnel, un nombre significatif de ses recommandations en matière de réforme systémique a été trop souvent ignoré ou encore rejeté par Service correctionnel Canada. L'enquêteur correctionnel critique notamment les 5 centres régionaux de traitement gérés par SCC, estimant qu'ils ressemblent de plus en plus à des entrepôts pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Vous penserez peut-être, pendant que je vous parle de ça, que j'ai les priorités à la mauvaise place. Qu'aborder la situation des personnes incarcérées alors que les droits des minorités sont attaqués de toutes parts paraît presque déplacé. Que la précarité gagne du terrain si rapidement que des milliers de personnes en viennent à frôler la rue, que des campements surgissent aux 4 coins de la province comme autant de preuves accablantes de nos échecs collectifs, et que des enfants à qui on demande la perfection, pour les façonner en futurs petits travailleurs disciplinés, se rendent à l'école le ventre vide. Ceux qui se retrouvent en prison, ils tombent pas du ciel. Ce sont les mêmes personnes qu'on laisse dériver en amont. Enfants et adolescents ballottés entre les services en rupture ou jeunes adultes absorbés par la précarité financière et le trauma. L'institution prend la relève là où notre filet social s'effondre. Et si je vois aussi clairement, c'est parce que j'ai fait partie de ces trajectoires-là. Puis rien que ce rapport décrit ne m'est étranger parce qu'il s'agit du prolongement logique de ce que j'ai vécu et observé. C'est que, voyez-vous, de 12 à 17 ans et demi, j'ai été en prison pour enfants. On entend souvent dire centre jeunesse, mais pour celles et ceux qui y vivent, c'est une prison. Durant ces 5 années, j'ai été placée au centre de réadaptation jeunesse L'Escale, à Cap-Rouge. La porte de ma chambre était lourde et verrouillée en tout temps, même la nuit. Les déplacements qu'on appelait des transitions se faisaient en rang. Nos échanges étaient strictement encadrés et chaque petit moment du quotidien suivait un rythme imposé par l'institution. D'ailleurs, Phil, toi, les transitions, ça te connaît? Parce qu'on n'entend jamais transition dans ce sens-là dans la vie. C'est vraiment juste en centre jeunesse qu'il y a cette espèce de langage-là qui est amené. Mais à chaque fois que quelqu'un dit transition, je repense à ça. À ces moments où on nous faisait corder sur le mur pour passer de la cuisine au salon ou des chambres à
dehors, peu importe. Là, dès qu'on fait un mouvement d'un endroit à un autre, on est en transition. Puis c'est tellement étrange. Tu sais, c'est pas grave. De toutes les choses, mettons, que j'ai vues ou vécues là-bas, c'était pas la pire, mais ça m'a comme marqué. Mais ça fait partie de l'architecture carcérale. Ouais, de l'absurdité, on dirait, de codifier la vie d'une façon... Tu sais, comment... Je veux dire, il y a rien de ça qui a du sens dans la vie. Fait que pourquoi on apprend ça à du monde quand ils sortent? Il n'y en a plus de transition. Là, Ben, c'est l'autobus, mettons. Ben, puis même ça. Le monde je veux le font dire. naturellement, là. Mais ouais, mais pas comme en silence. Tu sais, tu fais ce que tu veux, t'es libre, là. Tu sais, tu peux t'asseoir, tu peux aller au bout de la file, tu peux parler, tu peux appeler quelqu'un au téléphone, tu peux faire ce que tu veux. Là, c'était vraiment comme silence cordé et on ne bouge pas tant qu'on n'a pas le silence complet. Ouais, il y avait comme un fil qui nous reliait, comme si on tenait toute une petite laisse, là. Je trouvais que ça représentait bien, en fait, l'absurdité de ces lieux-là, mettons, puis du mode de vie qu'on y pratique. Surtout que la plupart des kids en centre jeunesse sont traumatisés bien raides. Fait que, tu sais, de leur offrir cette espèce de rigidité-là comme mode de vie, wesh. On parlait alors de réadaptation. C'est aussi ce qu'on répétait aux parents de celles qui avaient la chance de les voir impliqués dans le processus, alors que ce qui organisait nos journées relevait essentiellement de la gestion et du contrôle de nos corps et de nos pensées libres. Les routines visaient à nous maintenir dans une docilité stricte. Les attentes des intervenants et des travailleurs sociaux demeuraient souvent irréalistes. Tu sais, je me rappelle, on avait des défis pour pouvoir avoir notre fin de semaine avec nos parents, mettons, ou recevoir une visite. Et la plupart des jeunes, systématiquement, n'arrivaient pas à réaliser leur défi de la semaine pour pouvoir sortir la fin de semaine. Puis je pense pas que c'est un hasard. Je pense que qu'est-ce qui t'amène en centre jeunesse, c'est un échec des gens autour de toi. Puis là, on te demande d'avoir comme des attentes envers toi-même que t'as pas la capacité d'entrevoir ou de... C'est spécial quand même. Toi aussi, hein, le système d'étoiles, vous aviez ça? Ouais, en fait, on avait une note sur 100% à chaque jour. Oh my God. Mais ça, c'est étrange aussi, recevoir une note. Moi, je me souviens de la première soirée, on vient me voir dans ma chambre à la fin de la journée. La première journée où j'ai intégré le groupe, mettons, parce que les 3 premières journées, t'es en arrêt d'agir dans ta chambre. Tu reçois tes repas dans ta chambre, tu fais rien, tu lis les règlements. T'sais. Fait que donc, la première journée que j'intègre le groupe, je fais ma journée là, du mieux que je peux. Puis, il arrive le soir, je pense que c'était une femme qui était intervenante éducatrice ce soir-là. Elle ouvre la porte, puis elle fait « T'as eu 83% dans quoi? » Elle fait « Ben, dans ta journée. » Puis là, je fais « Hein? Qu'est-ce que ça veut? » Puis elle fait « Ben, t'es noté. À chaque jour, t'es noté. Puis, dans le fond, tu pars à 100%, puis on t'enlève des points. Mettons, tu sacres une fois, on t'enlève 3 points. Si tu as une conversation loin des éducateurs qu'on peut pas entendre, on t'enlève des points. Si tu désorganises, on t'enlève des points. Puis, je sais pas si c'était comme ça partout, mais nous, à Saint-Hyacinthe, ça fonctionnait sur un système de couleurs où si tu avais 80%, disons, pendant 3 semaines de suite, tu passais de code bleu à vert, puis ça te donnait tranquillement des privilèges. C'était différent pour le milieu féminin, je pense, parce que nous, effectivement, on avait des buts à atteindre, mais on avait une rencontre avec notre intervenant à la fin de chaque journée pour voir quelle note on se donnait, mettons, sur 10. C'était plus smooth, mais peut-être que les crimes, c'était plus des crimes violents chez les hommes, je sais pas. C'était très moitié-moitié, nous autres, en tout cas. C'était vraiment, il y avait la moitié en protection de la jeunesse, dont des enfants littéralement traumatisés, là, tu sais, qui ont, je veux dire, pas qui ont... sortaient de secte. Personne n'avait rien fait, là, fondamentalement. Je veux pas être plate, là, mais tu sais, même si t'as 15 ans puis t'as commis des petits crimes, même si tu t'es battu, même si t'as cassé des vitrines, même si t'as volé du stock, je m'en crisse, là. Tu sais, t'as 15 ans. Je veux dire, comme si ça valait la peine de déposer le marteau de la justice sur leur tête en embarré d'une chambre, mais je veux dire, l'autre moitié, c'était littéralement des gens en protection de la jeunesse, des enfants traumatisés qui étaient battus par leurs parents, puis comme ils sont trop traumatisés pour juste être envoyés dans une famille d'accueil, parce que, tu sais, même quand t'es famille d'accueil, même quand il y a du bon monde qui disent « on va accueillir des enfants », hey, un enfant, là, mettons, qui hurle toute la nuit, qui se cache dans le garde-robe parce qu'il a peur... C'est dangereux pour les autres aussi. Exactement, c'est compliqué, mais ça demande des soins, c'est-à-dire, c'est littéralement quelqu'un qui a vécu des graves traumatismes. Moi, il y en avait un dans mon unité qui se faisait attacher dans le garde-robe par ses parents, donc il avait 14 ans, il faisait encore caca dans une couche parce que c'est ça qu'il avait appris. Mais je veux dire, ça, c'est de la torture. Je veux dire, c'est illégal même de faire ça à des soldats ennemis. Et là, on a fait ça à un enfant et lui se retrouve avec nous. Mais comme, pourquoi? C'est tellement étrange. Il a besoin d'être bercé. Ça manque tellement d'humanité. C'est tellement, c'est ça, comme tu dis, des entrepôts à personnes en souffrance. Puis je pense que les gens, ce qu'ils réalisent pas avec ça, c'est que c'est pas pour rien hein, qu'il y a beaucoup de politiciens qui militent pour ça, des peines plus sévères. Puis là, on est là, puis on dit « Oui, c'est vrai, si t'as fait quelque chose de mal, ça devrait être long. » Puis je vois souvent des gens, même des gens de gauche, vouloir ça des peines plus sévères. Le problème avec ça, c'est qu'après, une fois qu'on a des peines plus sévères, on peut toujours élargir le spectre de qu'est-ce qui est criminel. Est-ce que c'est criminel de dormir dehors? Est-ce que c'est criminel de pas avoir de travail? Fait que c'est ça. Ces années-là m'ont appris comment la DPJ traite les enfants qu'elle ne sait pas accompagner.
J'aurais besoin de beaucoup plus de contact humain et de discussion alors que j'ai eu des règles, des buts inatteignables en fait. J'avais 13 ans quand je suis rentrée à l'Escale. Et lorsque je lis aujourd'hui les rapports sur les établissements pour adultes, je reconnais ça comme la logique de détresse qui reçoit des réponses opérationnelles, comme « je ne vais pas bien, va dans la salle d'isolement ». Tu sais, parce qu'un enfant ne l'exprimera jamais comme « je ne vais pas bien ». Il va juste se désorganiser, en tout cas. Puis il y avait beaucoup de solitude parce que quand tu es en punition en centre jeunesse, tu es en arrêt d'âge, comme tu disais, soit dans un cubicule, tu soupes dans ta chambre ou à l'écart, tu n'as pas le droit aux activités, tu n'as pas le droit à la cigarette extérieure avant le dodo. Toutes ces affaires-là font que tu es de plus en plus isolé dans un endroit super froid. D'ailleurs, c'est comme, il n'y a pas de confort là, au centre jeunesse. Là, puis t'es déjà fondamentalement isolé du monde en petits groupes. Si on t'isole du groupe en plus, comme un double isolement, tu sais. Fait que j'en parle aussi dans Le Temps des monstres, ça m'arrive, mais ça demeure très récent pour moi de m'ouvrir à mon passé de jeune délinquante, surtout à l'écrit, comme je l'ai fait dans le Rover, dans ce texte-là, parce que j'ai l'impression que quand je dépose ces mots-là sur une page, mais ça laisse une trace. Même dans Les Entailles, mon premier roman, il y a un moment où je commence à parler de mon passage en centre jeunesse et je dis « Cette histoire sera pour un prochain livre ». J'ai vraiment été longtemps et je demeure quand même incapable de raconter tout ce que j'ai vécu là-bas pendant ces 5 années-là. Bref, je m'affranchis tranquillement de ça. Je l'assume un peu plus comme une part importante de mon regard critique sur des sujets de société. Puis je commence à sentir que ce passé-là cesse de me retenir dans ma prise de parole. Mais je pense quand même que tout ça est lié. La dégradation et la privatisation du système de santé. La façon dont on traite les travailleurs et travailleuses qui revendiquent leurs droits. La manière dont on relègue nos aînés et les personnes malades. Et oui, la manière dont on gère ceux et celles qu'on enferme. Ce sont les mêmes réflexes institutionnels, les mêmes angles morts, les mêmes hiérarchies de valeurs qui traversent tous ces systèmes-là. On tolère la négligence et on va même jusqu'à l'exercer dès qu'il s'agit de vies jugées moins prioritaires ou moins productives, qui ne se prêtent pas ou moins au grand jeu du capital. Cette logique-là, ça se retrouve partout où l'État exerce son pouvoir et surtout en détention. Le Dr Zinger décrit un système qui a progressivement déplacé la responsabilité du soin des personnes vulnérables vers le système correctionnel sans jamais lui donner les outils appropriés ou les effectifs pour accomplir cette tâche-là. Le résultat, c'est un dispositif hybride, bancal, où les pratiques médicales se déploient dans un cadre qui les contredit. Les équipes cliniques en psychiatrie travaillent dans des unités à barreaux. Les évaluations psychiatriques se font sous contrainte et les interventions d'urgence sont confiées en priorité à des agents correctionnels plutôt qu'à des spécialistes de la santé mentale. Le décalage structurel constitue le terreau d'une violence récurrente et institutionnalisée. Le rapport indique, ça c'est vraiment rough, là, au cours des 5 dernières années, les CRT, les centres correctionnels, ont comptabilisé 1534 incidents d'automutilation et de tentatives de suicide et la force a été utilisée dans 24% des cas. À l'unité La Marina, où j'ai passé une partie de mon séjour à l'Escale, il y avait une jeune fille autochtone, Louisa. Elle tentait régulièrement de mettre fin à ses jours et se retrouvait presque chaque fois en isolement. Pour l'amener en isolement, il y avait 2 agents d'intervention immenses qui se plaçaient de chaque côté de son corps, la soulevaient pendant qu'elle criait et se débattait, puis la jetaient dans cette salle vide et noire. Les murs étaient entièrement en tapis. Tu te rappelles-tu de ça? Oui. Quelques heures plus tard, elle regagnait sa chambre, épuisée et vêtue uniquement d'une jaquette à l'effigie des Natchous, où on pouvait lire « Ça va bien » sous un petit félin qui lève le pouce. Et la scène recommençait la semaine suivante, dès qu'elle murmurait « Je veux mourir » à l'oreille de quiconque se trouvait trop près d'elle. Parce qu'on la stoulait, parce qu'on avait peur qu'elle passe à l'acte, puis il répondait de manière primitive. Ben oui, puis là, à chaque fois, tout le monde se sentait pas le coupable, mais on pouvait pas le dire, tu sais. Puis moi, je me suis réveillée des matins avec les ambulanciers qui rentrent dans l'unité parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu dans sa chambre. C'est arrivé à 2 reprises. Une fois dans les douches, puis une fois dans sa chambre. Tu sais, j'ai vu les pieds pendre de 2 personnes suicidées dans ma vie, là. Le rapport décrit aussi... C'est quand même vraiment dur à lire, je vous avoue. Là, le Dr Zinger est alarmiste. Je sais même pas s'il aurait pu garder sa job, en fait. Il a peut-être quitté parce qu'on lui a mis de la pression pour s'en aller parce que c'est trop accablant ce qu'il a pu voir ou décrire, mais... Des dérives violentes, dont celle d'un patient en crise suicidaire, aspergé d'agents inflammatoires dans une cellule d'observation. Là, juste vous dire, un agent inflammatoire, c'est un agent irritant pour les yeux, un peu comme la gaz lacrymogène. Les 2 membres du personnel ont tenté de dissimuler l'incident dans leur rapport interne, révélant une culture où le recours à la force sert à gérer ce qu'on perçoit comme une menace à la sécurité, plutôt qu'à soutenir une personne en crise. Il y a quelqu'un qui nous a laissé un commentaire là, sur le Patreon que les syndicats d'agents correctionnels, c'est genre, faut look into that, là. Ils veulent plus de pouvoir, puis ils veulent être armés. En ce moment, ils sont pas armés. Je pense qu'ils ont juste le bâton puis le taser, peut-être. Puis ils ont des lacrymos, là, ils ont des lacrymos. Mais ils ont peut-être des guns, je sais pas, mais il me semble qu'ils ont pas de guns. On ira vérifier ça. Il y a aussi des témoignages dans le rapport. Ça n'en serait pas un s'il y en avait pas.
Faute d'accès à un traitement psychologique stable, de nombreuses femmes incarcérées disent être surmédicamentées. L'une d'elles résume « Vous obtenez des produits pharmaceutiques ici jusqu'à ce que vous soyez bleu au visage. Ce n'est pas une solution à long terme, mais vous avez des gens traumatisés et dépendants de ces médicaments-là. » Une autre ajoute « Ce sont les conseillers bon marché. Une détenue médicamentée est plus facile à gérer. » Fait que le problème dépasse les questions cliniques puis expose une défaillance structurelle. Le rapport signale une coordination déficiente, des équipes en silo, une documentation lacunaire, une faible circulation de l'information et une absence de suivi du risque. C'est-à-dire, les gens font une tentative de suicide, on les shoot au gaz lacrymo, ils se calment, puis ça recommence, tu sais. En plus, les gens remplissent pas toujours des rapports parce que souvent, ils utilisent la force pour contrôler les situations. La culture à l'interne ressemble davantage à une succession de procédures qu'à une stratégie de prévention. Ce désordre-là a des conséquences lourdes. L'enquêteur note 19 décès en établissement cette année, dont plusieurs évitables. Il souligne aussi des agressions, des violences non signalées et des cas d'automutilation qui auraient pu être prévenus si les signes de détérioration psychique avaient été reconnus à temps. La surreprésentation des personnes autochtones, qui constitue 34% des patients des CRT, ajoute la dimension d'un dispositif colonial. Il dit lui-même dans son rapport, là, c'est un dispositif colonial qui continue de déplacer la violence vers les mêmes groupes, génération après génération. On parle de réincarcération du traumatisme plutôt qu'espace de guérison. Les recommandations en matière de décolonisation de ces endroits-là, répétées d'année en année, restent inappliquées. En prison pour enfants, j'ai connu des filles qui sont plus en vie aujourd'hui. Certaines assassinées, d'autres suicidées, d'autres mortes d'overdose. Ma bonne amie de l'époque, Pascale Paré, est portée disparue depuis le 17 décembre 2000. Ça va faire 25 ans. Cette expérience me donne pas la vérité absolue, mais ça m'offre une compréhension concrète de ce que produit l'incarcération, surtout lorsqu'elle s'exerce sur des enfants et des adolescents. Au minimum, ça m'autorise à nommer certains angles morts du discours public sur la détention, la responsabilité, la réadaptation ou les soins en santé mentale. Puis ce que j'ai vu à l'Escale se confirme ensuite dans les chiffres. Selon les travaux longitudinaux de l'étude sur le devenir des jeunes placés, vous pouvez trouver ça facilement en ligne, là, ils ont fait comme un résumé qui est accessible à tous. Les jeunes placés en centre jeunesse sont fortement surreprésentés dans les prisons pour adultes. L'ensemble des jeunes qui grandissent dans leur famille a environ 0,9% des chances de se retrouver dans la rue, alors que les ex-placés représentent un risque de 33% d'itinérance entre 18 et 21 ans. Hey, c'est grave, là. Le Canada a recours à la prison pour combler un vide laissé par un système de soins en santé mentale en friche depuis des décennies. Tant que les ressources demeureront insuffisantes dans les réseaux provinciaux, les établissements fédéraux continueront d'être les premiers et parfois les seuls lieux d'accueil pour les personnes en crise. Cette injustice-là se perpétue parce qu'elle fonctionne selon une logique qui décide de confondre la gestion et le soin. On en parlait dans l'avant-dernier épisode, je pense, le lean s'applique aussi aux prisons. Ce qui manque, c'est un courage politique capable de reconnaître que la violence institutionnelle n'est pas un dommage collatéral inévitable, c'est un choix structurel. Moi, je me considère privilégiée parce que je suis encore en vie. On m'a pas tuée. Mes tentatives de suicide ont été prises en charge et j'ai jamais touché aux drogues dures ni connu la rue. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Et si on veut une société qui protège réellement les enfants et leur offre les mêmes possibilités d'avenir, il faudrait d'abord en bâtir une qui protège tous les enfants. On crée jamais un monde sûr pour un seul kid où on le construit pour tout le monde, où il existe pour personne. Très vrai. Très vrai. Voilà mon texte. Premièrement, c'est pas le plus important, mais je vais quand même le dire. Le Dr. Zinger, on dirait quand même un burger de poulet frit Kentucky. C'est vraiment un cool nom. Mais merci Dr. Zinger pour tout ça. Puis c'est quand même, tu sais, c'est super que des gens s'occupent au moins de nous dire ce qui se passe là. Mais il a parce crissé que son camp, tu sais. Ben, il fait bien en même temps, dans le sens, hey, vous me mettez là, c'est encore une fois un autre cas de on ne change pas les conditions matérielles. Je produis des rapports, je les dépose, vous ne changez rien, ils vont-tu faire une veste, pour les. Genre, mettez une veste, être prisonnier. Tout ça est horrible. Puis, tu sais, les prisonniers, que ce soit des enfants ou des adultes, c'est une des catégories de la société, une des catégories de personnes qu'on a le plus de facilité à déshumaniser, mais comme instantané, puis tout le monde le fait. Mais c'est malade, parce que pense-y, là, imagine, t'essayes de te suicider et on te tire des lacrymos. Je vais le répéter une autre fois, là. T'essayes de te suicider et on te lance des lacrymos. Comment ça aide, ça? Je veux dire, c'est fou, parce qu'il y a peut-être pas plus grande détresse que quelqu'un qui essaie de s'enlever la vie. Puis se faire tirer des lacrymos, c'est même pas le fun quand t'es de bonne humeur. Je peux-tu te lire de quoi du livre de Aurélie Langto qui me fait penser à ce que tu dis? Il y a aussi quelque chose de l'ordre du plaisir dans le voir punir et qu'il faut examiner cette pulsion-là qui s'exprime lorsqu'on applaudit le spectacle de la justice pénale. On confère à la justice dite rétributive des vertus symboliques, la condamnation, l'attribution d'une peine, dit-on,
constitue une reconnaissance publique, formelle, qu'un tort a été causé, qu'une transgression de l'ordre social a été commise. Mais cette satisfaction symbolique a un coût. Ça renforce la légitimité de la violence exercée par l'État et les hiérarchies qu'elle édicte. La sanction pénale, la prison, ossifie les rapports de domination dans le reste de la société. Elle ne transforme pas les rapports sociaux, du moins certainement pas comme l'espèrent les féministes. Ceux et celles qui ont tout à gagner du renforcement de l'État pénal ne sont pas les alliés du féministe. J'en parle en mode féministe, mais en fait, ça s'applique à tout le monde. Quand on voit l'État s'abattre sur quelqu'un, ce n'est pas de la justice, c'est une punition, et c'est vraiment différent. Mais en fait, il faut se demander ce que ça règle. Tu sais, c'est ça aussi. La personne ne peut plus faire mal dans le moment. Tu sais, un tueur en série, mettons Robert Picton, pas envie qu'il se pogne un petit 3,5 dans Villeray. Non, ça, je comprends. Mais ça, c'est vrai aussi, par exemple, qu'on a souvent cette impression que les prisons sont remplies de gens dangereux, puis de tueurs en série, mais c'est une petite minorité, ça, des détenus. La plupart des gens sont là pour des crimes non violents. Et même à ça, les gens qui ont tué plein de monde devraient être suivis en psychiatrie, même s'ils sont en prison. Je veux dire, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait pendant qu'ils sont là. Mais tu sais, l'image, moi, qui me revient souvent, c'est que c'est comme si on regardait tous, par exemple, un homme très grand et très fort frapper un enfant très fort au visage, puis que notre réflexe de société, c'était de foncer sur l'homme puis de lui faire mal. Pendant ce temps-là, l'enfant est au sol, le visage en sang, avec aucun service. Qu'est-ce que ça nous donne au final? Puis je dis pas que cet homme-là que j'ai inventé, là, doit rien se passer avec lui, puis mais je veux dire, toute cette énergie, cet argent et ces services qu'on met dans la vengeance, dans la punition, est-ce que ça fait en sorte que l'enfant a moins mal au visage? Est-ce que ça l'aide, lui? Tu sais, il y a ça aussi, des fois, je veux dire, même quand on regarde, même pour les crimes très graves, c'est comme triste de voir. L'aide aux victimes n'est pas égale à la punition. Exactement. On met plus d'argent puis d'énergie dans punir la personne qui a fait. Puis encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas rien faire. C'est juste qu'il y a quelque chose aussi d'un peu déconnecté dans... Si on a cette colère-là, au final, c'est parce qu'on a de l'empathie pour la victime 100%. Ou pour les amis ou la famille de la victime. C'est ça qu'Aurélie dit dans son livre, mais dans le fond. Où est cette empathie-là quand c'est le temps, justement, de faire un système pour dire « Hey, votre enfant a été tué, que ce soit dans un accident, n'importe quoi. Voici de l'argent, vous pouvez passer 2 ans à la maison à vivre votre deuil. » Les gens doivent virer fous. Ben, il y a l'IVAC. Non, mais c'est pas qu'il y a rien, mais c'est que je pense que quand même, il faut regarder le poids qu'on met de chaque côté. Puis clairement, on met un gros poids sur la vengeance puis la punition. Puis on peut bien trouver que c'est correct puis que c'est la chose à faire, mais il faut quand même se demander quel est le résultat de ça. Parce que moi, personnellement, j'ai été enfermé 1 an, seulement 11 mois. En fait. Regarde ce que ça a donné. Regarde ce que ça a donné. Non, mais ça m'a pris, honnêtement, et puis je sais même pas si c'est fini, mais ça m'a pris au moins là, 15 ans à arrêter de détester tout le monde. Phil, tu fais encore des cauchemars. Tu sais, je veux dire, c'est des traumas à vie, là. Moi, oui, mais je veux dire, oublier. juste pour mon enlignement mental, mettons, j'ai passé 15 ans après à détester tout le monde. Parce que veux pas, quand c'est l'État qui te fait quelque chose, ça finit par être tout le monde. Mm-hmm. Les gens qui sont contents que tu vives ça, mais aussi ceux qui sont indifférents que tu vives ça. Les amis qui ont pas essayé de te sortir de là. Tout le monde, les étrangers, le monde dans la rue, ceux qui s'en sont sacrés, je pense que ça rend aussi d'être enfermé. Puis là, c'est vraiment personnel ce que je dis, là. Je base pas ça sur rien de scientifique, puis il y a certainement quelqu'un de plus intéressant que moi à écouter là-dessus, mais moi, de mon expérience personnelle, ça rend les gens antisociaux. Ouais. Puis est-ce que ça, c'est bien? Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une peine de quelqu'un quand il ressort puis qui est antisocial puis qui déteste tout le monde? Est-ce que ça nous aide, ça, comme société? Je suis pas certain. Fait qu'il y a des grandes questions à se poser là-dessus, puis je comprends que c'est pas un sujet simple, c'est un sujet complexe. Il faut arrêter de le laisser de côté puis de dire c'est pas nous. Hey, pour pas finir cet épisode-là trop dark, j'ai quelque chose, Phil, à te lire. On a reçu un témoignage. Okay. D'une écouteuse du temps des mondes. Une écouteuse! Je l'ai envoyée hier, ça m'a vraiment touchée. Puis je sais qu'elle me l'a zéro envoyé pour qu'on en parle, mais j'ai envie d'en parler parce que je veux envoyer une lueur d'espoir. Puis déjà, son message commence super drôle. Elle dit « Ça va sonner not all propriétaire ». Fait que là, j'ai beaucoup ri. Cancel. Mon affaire, mais hear me out. En fait, j'avais juste envie de partager mon histoire pour créer un mini-bombe, dire qu'il y a encore quelques propriétaires non déshumanisés. J'ai un duplex que je loue à la chambre à des personnes étudiantes. Il y a quelques mois, une locataire a cessé de payer son loyer. Au lieu d'ouvrir un dossier au TAL, je me suis intéressée comme un humain normal à sa situation. Turns out qu'elle souffre de dysphorie de genre, que ses parents l'ont appris et ne veulent plus lui parler car elle a quitté son travail et l'uni. Elle est déprimée depuis, mange un repas ou 2 jours et s'isole socialement. Au lieu de faire ce qui fait aucun esti de sens et de la pousser quand même à payer son loyer, je l'ai guidée afin qu'elle prenne un rendez-vous avec un médecin via le GAP.
Je l'ai amenée au CLSC, qu'elle rencontre une TS. Je l'ai inscrite à une banque alimentaire. Je lui ai acheté une passe de boss pour qu'elle puisse s'y rendre aux besoins. Et ensemble, on a rempli une demande d'aide sociale. Quand elle recevra son chèque d'aide sociale, j'ajusterai son loyer en conséquence pour qu'elle puisse commencer à payer à la hauteur de ses capacités. J'ai confiance qu'une fois mieux, elle pourra se remettre à payer le montant juste, mais qu'elle doit retrouver sa santé avant. C'est crazy, tout le pouvoir que j'ai entre les mains. Cette personne pourrait bien être dans la rue et suicidaire aujourd'hui si j'avais exercé mes droits. Cette expression m'écoeure tellement. Mes droits de propriétaire. Ça parle fort quand quelqu'un commence à sauter des paiements de loyer, mais le rôle de propriétaire nous permet d'assister directement à l'effritement des capacités financières de quelqu'un et qu'on ait légalement le droit de résilier un bail sans même s'intéresser aux raisons sous-jacentes d'une telle détresse, c'est insane. Je suis loin d'être riche, mon chum et moi on fait autour de 35 000 par année et j'ai pu acheter juste parce que j'ai hérité de ma mère à son décès. Mais même si ce duplex n'est qu'une énorme dette pour l'instant, on efface la dynamique de pouvoir en faisant croire que la location est un échange équitable alors que mes locataires participent à me financer du patrimoine. Me semble qu'en considérant ça, c'est la moindre des choses qu'un proprio care et puisse offrir un break de paiement aux besoins. D'ailleurs, on devrait rebrand le terme locataire pour payeur de patrimoine d'autrui. By the way, merci d'être là. J'attends toujours le jeudi avec impatience. Je vis beaucoup de solitude dans mon indignation. Toi et Phil êtes mon refuge. Et sorry pour le pavé dans la mort. Mais, tu sais, je veux dire, le BS, c'est pas parfait non plus. Puis je pense pas qu'il faut glorifier ou déifier cette personne-là. Je trouve juste ça important de dire qu'effectivement, quand quelqu'un habite sous ton toit, c'est important de s'intéresser à ce qu'il vit s'il n'est pas capable de payer. Tu sais, je dis pas que tout le monde doit être un travailleur social, là. Puis cette personne-là a probablement les capacités intellectuelles et émotives d'offrir ce soutien-là, mais je trouvais que c'était un nice témoignage. Non, mais c'est cool, mais en fait, moi, je trouve que la chose la plus importante qui a été nommée là-dedans, c'est la phrase « C'est crazy tout le pouvoir que j'ai entre les mains ». Ouais. Puis c'est ça le problème. On peut pas laisser le pouvoir comme ça entre les mains de tout le monde puis espérer que ça se passe bien. Puis c'est pour ça qu'en fait, je veux dire, on le sait là, qu'il y a des propriétaires qui sont gentils, il y en a. Mais oui. Mais c'est pas de ça qu'on parle. De toute façon, c'est d'un système. Moi, je pense que le logement est un droit. Puis c'est tout. Ça finit là. On a tout le droit d'avoir notre maison. C'est pas compliqué. Tu sais, ils viennent tout le temps nous dire « Ah, mais là, ils ont tout pété mon logement, puis là, c'est crade, puis là, ils ont fait des trous dans les murs. » Tu sais, ça, c'est des cas isolés, là. La plupart des gens prennent soin. Tu sais, font attention. Ouais, puis de toute façon aussi, le nombre de logements qui sont tout pétés quand on rentre dedans, Ouais, ça, qui c'est sont vrai. pleins de moisissures, qui sont pas... Tu sais, que les fenêtres, l'air passe au travers parce que ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas été faites, là. Moi, honnêtement, le broyage des proprios... Tu sais, être proprio aussi, là, c'est pas... Tu n'es pas proprio, quoique certains, Puis tu oui. t'enrichis. En ce moment, ce que je veux t'achètes dire, de quoi? Tu peux leur vendre 50 000 de plus l'année d'après. Non, mais tu peux arrêter d'être proprio quand tu veux, là. C'est pas comme une fatalité, là. Arrête si t'es tanné, genre, it's fine. Puis, écoute, merci pour la petite lueur d'espoir, mais c'est qu'encore une fois, on peut pas se fier là-dessus. On peut pas se fier. On peut pas donner tout ce pouvoir-là. On peut pas, en fait, prendre tout ce pouvoir-là sur les autres puis espérer que ça se passe bien. Ça se passe mal dans 97% des cas. Ouais. Puis, une fois de temps en temps, oui, quelqu'un fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, mais on peut pas se permettre d'avoir ce système-là puis de se croiser les doigts en se disant hey, « j'espère que ça va bien aller ». Bien sûr, mais voilà. j'étais contente de recevoir ça. On dirait que avoir été cet ado-là, incapable de payer son loyer, puis ma propriétaire me prend en charge non prédatorialement pour me vendre à des vieux monsieur, là, m'achète une passe de boss puis m'aide. Me semble que ça aurait mieux été mon premier appart. C'est sûr, c'est sûr. Me semble que j'ai déménagé en plein milieu de la nuit, genre en arrachant le lavabo. Wow, pas une super bonne locataire. Elle a même pas laissé le lavabo. Tu sais, sachez qu'on adresse des sujets fucking tough, puis je veux pas m'excuser de ça, mais on rit beaucoup, là. Tu sais, on va bien, là. Dit-elle. On va super bien. Allez, on se parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Victor. Victor de l'essai Carl et nous. Fait qu'allez l'écouter. Bye tout le monde, bonne nuit. Hey, dites merci à Julien pour son beau travail sur le temps des morts. Ouais, dis Personne merci. me dit jamais Personne me dit merci. jamais. Il est tout le temps comme c'est vous Vous autres avez qui avez tout le crédit. C'est vrai, il est super fâché. Je suis tanné. Sponsorisé par... Personne! Jamais. Sauf Eros et compagnie. Non. Joke. Non. Joke.